Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, bienvenue dans cet épisode 264 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Salut Ellie Abitbol, ça me fait très plaisir de te retrouver. Bonsoir Benjamin, ça fait un petit moment effectivement. Quel plaisir de te retrouver. Alors cette semaine, je suis pas tout à fait à côté de toi, même à portée de voiture, on va dire. Je suis en Corée du Sud cette semaine. Depuis Séoul, où il est 2h30 du matin passé, décalage horaire oblige. Je sacrifiais une partie de ma nuit pour être avec vous, mais je suis très content d'être là depuis ce pays d'Asie du Sud-Est, à la pointe de la connectivité, des réseaux, Mais oui, évidemment la patrie de Samsung et de LG notamment. Voilà, je suis là cette semaine pour des raisons familiales, de retour en France la semaine prochaine évidemment. Et je ne voulais pas rater le rendez-vous d'iWeek avec toi, bien sûr, avec aussi nos amis, nos soutiens Patreon, ceux qui font partie de la grande famille d'iWeek sur patreon.com/iWeek. Vous êtes en train de vous connecter dans le chat. Merci de votre présence et de votre fidélité. On a finalement une semaine pas si calme, Ellie. On a eu l'impression que c'était très très calme, et puis en fait quand même, on va revenir dans quelques minutes sur le trimestre record annoncé en fin de semaine dernière par Tim Cook. On reparlera aussi dans l'info de la semaine des projets d'Apple autour de ces iPhones pliants, et je mets désormais iPhone pliant au pluriel puisque l'iPhone Fold ne serait pas tout seul dans la famille. Il est désormais question d'un modèle équivalent au Samsung Galaxy Flip, autrement dit plus proche d'un téléphone à clapet. Et on en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie de cet épisode. Ellie, ce sera l'info de la semaine. On va tout de suite commencer par notre retour sur traditionnel désormais. Et on consacre, Ellie, au MacBook Pro, ce qu'on espérait la semaine dernière. On se disait que le 28 janvier, jour de lancement de l'Apple Creator Studio, pouvait devenir la date idéale de lancement aussi des nouveaux MacBook Pro M5 Pro, M5 Max. Et en fait, il n'y a pas eu d'annonce matérielle la semaine dernière, à part évidemment les AirTag 2 dont on a déjà parlé. Du coup, quel est le nouveau calendrier sur lequel on peut miser pour d'abord ces modèles M5 Pro, M5 Max, à ton avis? Bah écoute, rappelle-toi que moi j'étais pessimiste sur cette date et tout le monde semblait, même Mark Gurman semblait dire que ça allait arriver dans les jours qui venaient, et moi j'avais dit non, j'y crois pas. C'est trop tôt en janvier, Apple n'a jamais fait une annonce comme ça en janvier. Bon, c'est vrai. Et il se trouve que maintenant, si on veut être plus réaliste, moi je table ça sur la deuxième moitié de février, c'est-à-dire au minimum dans la semaine du 16 au je sais plus combien exactement, j'ai pas le calendrier sous les yeux, mais en tout cas après la Saint-Valentin. Donc désolé pour ceux qui voulaient offrir un MacBook Pro comme cadeau, mais ça arrivera après. Et pourquoi? Parce que maintenant le consensus global des analystes, c'est que ces machines qui sont prêtes et qui sont même produites et certainement dans des hangars sont liées à la version finale de macOS 26.3, macOS Tao 26.3. Donc tant que Tao n'est pas final, ces machines ne sortent pas. Donc et pour l'instant, je vous rappelle que nous sommes en bêta 3. Donc il n'y a jamais eu de machines qui sortent avant une bêta 4. Donc normalement, il y a une bêta 4 qui doit arriver, puis une release candidate, et s'il n'y a pas de bug, une finale. Donc ça peut être rapide, mais quand même. On en est à la 26.1 non, pour l'instant 3 de macOS ou officiel, pardon. Moi, je parle des bêtas. Mais oui, en non, la 2 dispo, on n'est pas en 26.2.1. C'est la dernière officielle. C'est ça. Et donc 26.3 est en bêta, ça rajoute pas grand-chose. Je l'ai installé pour voir, ça rajoute pas grand-chose. Et donc on verra ce que fera
La finale 26.3 est une version de transition. Donc, en fait, ça ne sert qu'à, effectivement, faire sortir des nouveaux produits qui n'étaient pas mentionnés avant, parce qu'à force de les mentionner très tôt dans les bêtas, tous les analystes vont analyser immédiatement pour voir quelles sont les machines supportées. Ils vont trouver des noms de code ou des numéros de code et ils vont en déduire qu'est-ce qui sort dans la période des bêtas. Ouais. Et donc, Apple, maintenant, ne le met plus. Donc, parce que ça devenait un peu trop facile, et donc ça sortira quand la prochaine release du système sera prête. Et c'est pour ça d'ailleurs que des analystes disent, maintenant ils veulent plus se mouiller, hein, même Marc se mouille plus, mais le dernier truc c'est ça peut sortir entre maintenant tout de suite et le mois de mars. C'est ça. Ouais, en fait, le butoir en termes de timing, c'est fin mars. C'est-à-dire que ça peut potentiellement prendre encore presque 2 mois dans le pire des cas. Non, ça devrait même être, moi j'aurais dit, dans le pire des cas, première quinzaine de mars, pour une simple et bonne raison, c'est que n'oublie pas qu'après on passe en cycle bêta 4. Ouais. La bêta 4 est très importante parce que là il y a tous les produits domotiques, le nouvel iPhone, le nouvel Apple TV, le nouveau HomePod, le HomePad, tout ça sort avec la 26.4 et tout ça est prévu pour avril-mai, avant la WWDC. Donc après Apple se fait trop coincer par le temps parce qu'en plus dans cette période-là ils doivent sortir les MacBook Air M5, le Mac Studio M5 éventuellement, le Mac Mini M5 et le Studio Display 2. Donc après on va plus savoir où donner de la tête, hein. Donc ça. C'est-à-dire que si on imagine la chronologie entre maintenant et cet été, tu vois d'abord les MacBook Pro, M5 Pro, M5 Max, dans une quinzaine de jours, c'est ça? Oui. Pour toi? Oui. Dans un deuxième temps, avec la 26.4, les annonces domotiques. Domotique, absolument. Et Apple TV. Oui. Ouais. Tout ça va ensemble. Ça veut dire le Apple Hub, entre guillemets, notamment. Oui, absolument. Tout ça avec la 26.4 et donc aussi avec enfin la fin d'Apple Intelligence. Oui, la nouvelle version de Siri c'est ça. À la sauce Google. Qui va être un gros moment aussi, stratégique. Ça va être très très attendu. Et pour qu'Apple les paye $1 milliard, c'est que vraiment ils y croient aussi, même s'ils continuent à développer le leur. Hein. Ça, je vous rassure, ils continuent à développer le leur. Ouais. Et donc troisième moment avant qu'on parte en vacances cet été, ce serait la WWDC? Oui, parce qu'à la WWDC, il y aura non seulement les versions 27 des OS, puisque ça sera une conférence très OS, mais potentiellement le lancement de ce nouvel OS, entre guillemets, qui serait Glass OS, ou on va savoir comment ils vont l'appeler, qui serait en fait une évolution de Vision OS adaptée à des lunettes. Si Apple veut sortir des lunettes à la fin de l'année, même si c'est disponibilité 2027, mais au moins les présenter en fin d'année, il faut que les développeurs aient minimum 6 mois pour adapter à un affichage qui est complètement différent, puisque là, on ne parle pas d'un écran, que ce soit Vision OS ou un Mac ou autre chose, uni, on parle d'un double affichage dans chaque œil, plus petit et avec une information beaucoup plus réduite. Donc forcément, les développeurs doivent faire un gros effort pour que leurs apps puissent afficher le minimum syndical requis s'ils veulent afficher dans ces lunettes sans trop encombrer le paysage et la vision, parce que le but n'est pas que les utilisateurs de ces futures lunettes se cognent contre les poteaux dans les rues et contre les arbres, mais qu'ils puissent avoir de l'information en temps réel sans les empêcher de regarder ce qui se passe autour d'eux. Donc, donc, c'est minimum 6 mois. Donc ça veut dire un printemps extrêmement chargé. Et déjà aussi Apple qui regarde pour les MacBook Pro notamment vers la fin de l'année, puisque on parle de plus en plus d'un lancement des premiers MacBook Pro M6 en 2026. Absolument. Novembre probablement. Oui. Et ça, c'est pour moi une grosse incompréhension à l'heure actuelle, parce que soit les M5 Pro et M5 Max ont pris du retard, soit moi je ne comprends plus rien à leur sortie de processeur, parce que ça veut dire qu'une machine dans une gamme de prix de l'ordre de 3 000 € pour un MacBook Pro,
aurait une durée de vie de 6 mois. C'est-à-dire que tu vas acheter un M5 Pro flambant neuf et au mois de novembre, tu auras un M6 Pro. Bon, 6 mois, c'est du jamais vu, qui sera Ouais. OLED, qui sera peut-être tactile, mais en tout cas qui sera un redesign. Donc ça veut Ouais. dire que la machine que les gens à 3000 euros devraient, ceux qui peuvent et ceux qui veulent se l'acheter, acheter, c'est celle de novembre, c'est pas celle de maintenant. Alors pourquoi le sortir? Ouais, alors, J'ai du mal. ouais. Alors, deux questions. D'abord, est-ce que tu penses qu'on n'aurait pas, comme cette année, uniquement les modèles M6 à la fin de l'année et pas encore les M6 Pro, M6 Max? Et comment tu comprends justement ce calendrier tellement rapproché qui fait que quelqu'un qui a envie d'investir dans un MacBook Pro va être très tenté d'attendre quelques mois de plus pour Bien avoir sûr. du M6 et le tout nouveau design qui est quand même va être Et l'écran OLED. un Oui, événement. Ouais. bien sûr. Premier Quel Mac qu'il soit OLED de d'ailleurs. l'histoire. Donc, Ouais. j'ai beaucoup de mal et effectivement, ce que tu dis a peut-être du sens, c'est-à-dire que peut-être qu'il pourrait sortir uniquement la version M6 et laisser la version M6 Pro et M6 Max pour plus tard. Mais est-ce que ça vaut la peine de redesigner une gamme en sortant juste le modèle d'entrée de gamme, qui est toujours celui qui se vend peu parce que les gens se disent on va attendre le Pro ou le Max parce que quelqu'un qui veut investir dans un MacBook Pro, il veut le haut de gamme. Hein. Ouais. D'ailleurs, Ça- de tous les modèles précédents, depuis le M1, la version non Pro et non Max ne s'est jamais bien vendue. Jamais. hmm, C'est vraiment, ouais. Apple l'a sorti parce que c'est une entrée dans la gamme, mais les gens regardaient, non. C'était toujours, Ouais. d'ailleurs, à un moment donné, elles avaient même pas le même design. Si tu te rappelles, Ouais. les versions non Pro n'avaient pas le même design. Bon, ça rappelle, alors, je veux pas dire de bêtises, quel MacBook Air a une durée de vie extrêmement courte et c'était le Oui. M2 ou le M3, je sais plus. Le M2, probablement. Le M3 a une durée de vie plus longue, je pense. Hein, Un mais peu plus long, bon, ouais. c'est là où Ouais, Gilles pourrait nous le rappeler parce ouais, qu'il a une c'est vrai. mémoire que nous lui Ouais, envions tous. exact. On embrasse Gilles, évidemment. En tout cas, c'est vrai il y a eu des déceptions parmi les acheteurs de ces machines qui, voilà, qui ont acheté le nouveau MacBook Air et qui, quelques mois plus tard, ont vu débarquer un modèle Oui, oui. euh, rafraîchi, voilà, qui leur a un petit peu fait regretter d'avoir acheté un peu trop tôt. Donc, la tentation d'attendre, elle existe. Évidemment, quand on a besoin de quelque chose, quand on en a besoin, on n'attend pas. Hein, on va pas attendre 6 mois si on a besoin d'un MacBook Pro. Voilà, on en a besoin tout de suite et donc, dans ce cas-là, ça se discute pas. Mais quand on n'est pas à quelques mois près et qu'on a la possibilité de différer un achat, ça peut quand même peser, je pense, hein, la perspective de cette sortie des Moi, je premiers pense. modèles M6. Oui, parce que le modèle M5, bon, on ne connaît pas les specs hein, Mm. des M5 Pro et M5 Max. On les aura, j'espère, bientôt. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne sait pas quel va être le gain de performance. Mais il faut vraiment que ça soit significatif pour que les gens décident de mettre 3000 euros sur la table, quoi. Donc, Ouais. on fait pas ça tous les matins. Et d'un autre côté, 6 mois après, bon, nouveau design, OLED, nouvelle puce. Il semblerait que peut-être le M6 soit pas une puce où ils ont une ambition énorme en termes de performance, mais ça sera mieux forcément qu'un M5. Mais la question est-ce que uniquement le fait de sortir un nouveau look et un écran OLED va faire que des clients vont se jeter sur une machine comme ça, Mm. en sachant que à ce moment-là, il y aura eu que 6 mois, c'est vrai, mais que à partir du moment où la version MacBook Pro M6 sort, les gens sont sûrs qu'il y aura une version MacBook Pro M6 Pro et Max. Donc là, c'est la deuxième attente. Hein. S'il n'y a qu'un modèle qui sort en novembre, les gens vont se dire, bah, on va attendre février-mars la version Pro. Mm. Donc ce modèle-là est très bizarre. Ce truc de fin d'année est très bizarre. Ouais. Bon, bah voilà, c'était un gros retour sûr, mais évidemment, le fait qu'il n'y ait pas eu les annonces qu'on espérait la semaine dernière autour des MacBook Pro M5 Pro, M5 Max, bah, crée une certaine impatience et bah, plus on attend pour les annoncer, plus potentiellement le délai
entre les annonces des M5 Pro, M5 Max et des M6 se réduit potentiellement. Donc voilà, l'année va vraiment s'annoncer comme assez folle, Très y compris mouvementé. sur le... Et tu Hein? sais quelle est Ouais. la conséquence inattendue de cette attente pour Non? les centres de service Apple? Non? C'est qu'il y a eu un challenge, je plaisante un peu, mais il y a eu un Ouais. challenge sur Internet avec des gens qui disaient, pour être sûr de ne pas rater les annonces, appuyez sur la touche F5 qui sert à rafraîchir l'écran dans Safari, de façon à ne pas rater l'annonce. Et il y a des gens qui, ça fait 15 jours qu'ils appuient sur F5, donc à mon avis, bientôt changement de clavier. Bon, C'est pour rire, mais... Frédéric Crassa dans le chat nous dit on est bien les gars, l'année de dingue, incroyable à commenter. Et c'est vrai que voilà, on n'est pas parti pour s'ennuyer en 2026. Mais Allez, surtout, ouais. surtout en parlant de Fred, c'est que je sais pas si tu as lu son post sur LinkedIn sur la société qui a acheté Apple, là où ils ont dépensé 2 milliards, et sur ce que ça peut être, mais là pas pour 2026, mais pour les années à venir. Je pense qu'un jour il faut qu'ils viennent nous en parler dans l'émission parce que je l'ai lu avec attention et c'est juste incroyable ce que ça peut nous apporter comme futur produit Apple à l'avenir. Ouais, c'est vrai que c'est le deuxième plus gros investissement de mémoire d'Apple dans une acquisition externe depuis Beats. Ça nous rajeunit pas, mais Apple se décide enfin à dépenser un peu d'argent pour faire l'acquisition de technologies développées par d'autres. On se souvient de l'achat de Pixelmator notamment, qu'on retrouve dans la suite Apple Creator Studio qui a débarqué la semaine dernière. Voilà, ça bouge sur le terrain de mais tu as l'IA. vu d'ailleurs que Enfin. cette start-up a été fondée par le mec qui avait à l'époque créé la technologie de Face ID. Donc c'est ça qui est fou, quoi. Bah oui. C'est qu'il y a quelques génies par-ci par-là et Apple réussit à les avoir une fois et voire même une deuxième fois s'il le faut, jamais 203. Ouais. Donc Et oui. Bon, on va passer à l'événement de la semaine, Ellie. Événement de la semaine, ce sont les résultats trimestriels d'Apple. Donc le premier trimestre fiscal 2026, vous le savez, il y a toujours un décalage de 3 mois, donc ça correspond dans votre calendrier au dernier trimestre de 2025. C'est le trimestre de Noël. C'est traditionnellement le plus gros trimestre de l'année pour Apple. C'est pour ça qu'il est scruté, attendu avec beaucoup d'impatience. On pensait que les prévisions de Wall Street seraient battues. Elles ont été très largement battues, puisque même Tim Cook a eu l'air surpris de ces chiffres, d'aussi bons chiffres. 113 milliards de dollars de bénéfices, de chiffre d'affaires, pardon, au dernier trimestre 2025, donc pour le compte du premier trimestre fiscal 2026. C'est à nouveau un trimestre record, Ellie. Alors, on a l'impression que c'est devenu une banalité de dire que chaque trimestre est un trimestre record. Ça n'a pas forcément été toujours le cas ces derniers trimestres, mais celui-là, il est particulièrement spectaculaire. Parce que, et je me rends compte que j'ai dit une bêtise, c'est 143 milliards le chiffre d'affaires. 143,8 milliards de dollars le chiffre d'affaires pour donc ce premier trimestre. 16% de mieux que l'an dernier. Voilà, c'est 16% de plus que l'an dernier. C'est monstrueux. Mais oui. Et ça ne tient qu'à une chose. Une chose importante, ça s'appelle l'iPhone. Les ventes de l'iPhone 17 ont explosé tous les compteurs et Apple a d'ailleurs repris la première place mondiale devant Samsung. Encore une fois, ils font toujours la course. On en parlait la semaine dernière, d'un cheveu, mais ils sont devant, à un point près. Ouais. Exactement. Et donc, pas à la surprise de tout le monde, mais les ventes ont été, en tout cas, du trimestre en iPhone, ont été exceptionnelles. Alors que généralement, ça s'essouffle un peu vers la fin du trimestre et on bascule vers la gamme non pro. Là, les modèles pro continuent à se vendre vraiment beaucoup. Toute la demande est sur la gamme pro encore maintenant.
alors que le trimestre numéro 2 est déjà entamé, tiens, ben la demande se maintient sur la gamme Pro. C'est un peu étonnant parce qu'on aurait pu se dire que ce design d'iPhone 17 Pro était moins en rupture que d'autres l'ont été par le passé, parce que bon, il y a la partie arrière, le plateau, qui est différent, qui a priori plaît, mais pour le reste, le processeur est plus rapide. Il y a ce système de refroidissement sur la gamme Pro, etc. Mais je veux dire, c'est pas un iPhone de rupture. Quand tu le vois, tu te dis pas, waouh, c'est Non, mais c'est une vraie réussite. absolument. À la fois C'était le bon mix. en termes de fonctionnalité, de design. Je pense que le choix des couleurs et notamment le orange ont vraiment rendu cette gamme, ce millésime Oui. très très reconnaissable. Et je pense qu'il y a un message fort pour Apple qui a l'air parti pour rejouer la carte des couleurs avec les iPhone 18 Pro et Pro Max notamment. Ouais, je suis un peu plus réservé sur ces couleurs-là. On verra. Ouais. Oui, mais on commence à être dans les choses bizarres. Hein. Les rumeurs et les images qu'on voit tourner montrent que voilà, Apple ferait le choix d'une identité remarquable à nouveau pour cette nouvelle gamme qui devrait être annoncée au mois de septembre, avec des iPhones qu'on pourra distinguer des autres. Absolument. Il y a eu d'ailleurs des clients qui n'ont pas compris. Bon, c'est une minorité, vu les ventes, et qui ont regretté que dans la gamme actuelle d'iPhone 17, Apple ait éliminé le noir. Ouais, c'est vrai. Donc, on en avait parce parlé. qu'ils se disent, mais moi, un iPhone, j'ai toujours eu un gris sidéral ou un noir sidéral, ou etc. Moi, mes iPhones sont noirs. On a eu des clients qui sont venus dire, pourquoi il n'y a plus de noir? Et parce qu'il n'y en a plus. Bah oui. Et donc, pour la gamme 18, c'est pas sûr qu'il y ait du noir non plus. Hein, donc, c'est vrai. Et Fred Crassa dans le chat rappelle que le orange, c'est très beau. Ah bon, il a ses partisans. Au moins, on le remarque. Et c'est vrai que ça a très bien marché. En chiffres, c'est vrai que c'est impressionnant. Si on regarde le chiffre d'affaires du secteur de l'iPhone sur 3 mois, les 3 derniers mois de 2025, on est passé en un an de 69 milliards à 85 milliards de chiffre d'affaires, 16 milliards de plus. Juste grâce à l'iPhone et donc au succès de la gamme iPhone 17, c'est assez impressionnant. Si on considère le Mac, très légère baisse, mais un peu plus de 8 milliards, les iPads, très légère hausse, on est aussi à un peu plus de 8 milliards. Les deux divisions rapportent à peu près autant. Tout ce qui est accessoires, wearables, les AirPods, les Apple Watch, etc. On est aussi sur une très légère baisse, mais toujours à plus de 11 milliards. Et puis cette partie des résultats qui continue de monter, et là, elle atteint un nouveau palier, les services, désormais plus de 30 milliards en un seul trimestre. C'est impressionnant et c'est sûr que l'Apple Creator Studio va venir augmenter ses chiffres dès le trimestre prochain. Voilà comment on arrive à donc ce chiffre d'affaires total de 143 milliards. Pourquoi je vous dit 113 tout à l'heure? Parce que 113, c'est tout ce qui est produit, donc iPhone, Mac, iPad, etc. Et 30 milliards, ce sont les services. Si on additionne les deux, on arrive bien à 143 milliards. Et ça va être encore plus fort en 2026 parce que dès qu'Apple va rentrer dans la domotique et qu'il va y avoir des services autour de la maison qui parlent alarme connectée, qui parlent caméra connectée, parlent abonnement, stockage sur le cloud, des choses comme ça, qui parlent service d'Apple Intelligence renforcé, ça parle aussi stockage sur le cloud. Les versions qui vont sortir de Pages, Keynote et Numbers, utilisant de l'IA, il y aura certainement du traitement, du processing dans le private cloud. Donc tout ça, on parle peut-être d'un abonnement pro à des services d'IA d'Apple. Ouais. C'est-à-dire que la base serait gratuite, mais il y aurait une partie peut-être payante en option. Et je suis sûr qu'ils y pensent. Hein. Bah oui, c'est sûr. Enfin, Donc, c'est gros comme une maison, je pense. De toute façon, ils seraient quasiment les seuls de ne pas le faire, parce que
toutes les autres IA sont payantes. Hein. Bah Tu oui. peux faire joujou 2-3 fois pour t'amuser. Après, on te dit, bah, ça y est, t'as joué, maintenant paye. donc, euh, donc oui. Ouais. Bon, pendant la session de questions-réponses qui a suivi l'annonce même des résultats, les analystes qui ont eu le droit de poser 2 questions chacun ont évidemment, notamment, relancé Tim Cook sur l'accord passé avec Google autour de l'intégration de Gemini. Mais on sent qu'Apple, enfin, ils ont pas voulu entrer dans les détails en fait de l'accord. Ça m'a donné l'impression qu'Apple continuait de vouloir jouer sur plusieurs tableaux finalement, et ça confirmait le sentiment que l'accord avec Google est pas forcément un accord de très longue durée, mais que ça permet à Apple de rattraper le retard, d'avoir une solution, de pas rater le rendez-vous du printemps. Mais ça ne veut pas dire que dans un an, Apple utilisera pas une autre solution que celle de Gemini. Je sais pas ce que tu en penses, Ellie. Oui, absolument. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un accord presque de dernière minute. On en avait parlé au début, puis après, ça avait été oublié. On avait beaucoup parlé d'un accord avec OpenAI. Finalement, cet accord ne s'est pas fait et on a appris, toujours par notre ami Mark Gurman, qu'Apple, en interne, utilise plutôt Claude de chez Anthropic pour ses LLM et que ils étaient en train de développer quelque chose autour de Claude, mais que Anthropic aurait été tellement gourmand au niveau financier qu'Apple leur a dit non, on n'ira pas jusque-là. Donc, et du coup, ils se sont rabattus en fermant la porte de quelque chose qui était en cours de développement sur Google, et ils continuent quand même à développer le leur. Donc, ça veut dire que en printemps, en avril-mai, on aura certainement un Siri à base de Gemini, très bien, parfait. On parle déjà que pour iOS 27, il y aura un Siri Apple, donc il y aura l'option continuer à utiliser Gemini parce que les gens l'aiment bien, utiliser la version Apple, alors peut-être pas en septembre, mais ça peut nous reporter jusqu'au printemps 2027, hein, parce que souvent c'est dans les versions .4 que ça sort. Donc, et là il y aurait une alternative Apple. Peut-être que Anthropic va se montrer plus raisonnable au niveau des prix, voyant qu'ils ont raté déjà la première année, ils peuvent peut-être refaire une offre. Peut-être que l'accord qu'il y a à l'heure actuelle et qui est en train de s'étendre beaucoup avec Elon Musk, puisque il y a l'histoire de l'adoption de CarPlay dans les Tesla qui est censé arriver d'un jour à l'autre. Il y a le fait que Apple est en train de passer un accord très important par rapport aux iPhone 18 Pro sur la partie satellitaire directe avec Starlink. Donc ça, c'est un énorme accord. Et donc, s'ils arrivent à se rapprocher, vous pouvez être sûr que Elon Musk va essayer de glisser dans le package. Écoutez, nous, on a une IA aussi, hein, donc pourquoi est-ce que vous ne nous donnez pas aussi une petite porte d'entrée? Et donc là, du coup, il y aurait un choix. Mais encore une fois, aujourd'hui, l'utilisateur a le choix. Hein. Il y a le Siri parce que ça fait partie du système, mais si quelqu'un veut utiliser une IA, y compris conversationnelle, sur un iPhone ou sur un Mac, on peut le faire. Hein. Donc on n'a pas besoin qu'Apple passe un accord pour l'utiliser. Hein. Il suffit de télécharger l'application. Mais bon. Autant je pense que Apple doit être intéressé par un accord autour de Starlink. Autant je pense que ça va être plus difficile pour Elon Musk de caser son IA au milieu des autres concurrents. Je pense que ça risque d'être plus difficile. Mais il y a un point quand même, Ellie, sur lequel j'ai envie de te faire réagir, c'est que ça fait des mois qu'on parle quand même de la dégradation de l'image d'Apple en lien avec le retard. Et Dieu sait que tout le monde en a parlé et en parle encore hein, par rapport à l'IA. Et ben ça n'a pas dissuadé les clients d'acheter et de racheter du Apple, que ce soit des iPhones, des Macs, etc. C'est sans conséquence finalement sur les résultats. Au contraire, parce que absolument, et c'est parce que aujourd'hui justement dans la plateforme on a le choix, c'est-à-dire que les gens qui ont un abonnement professionnel OpenAI, il y a des abonnements à tous les prix, hein, ça peut porter jusqu'à des milliers d'euros par mois. Hein. Donc
Ils ont des produits Apple, ils l'utilisent sans aucun problème. Des gens qui se disent moi je vais utiliser une IA française parce qu'on veut une IA française. Bon, ça tombe très bien sur un iPhone ou sur un Mac. Ils veulent utiliser Google parce qu'ils ont une suite Google et que l'IA s'adapte bien à certains produits Google sur le cloud et autres. En attendant, même si c'est pas dans Siri, ils peuvent l'utiliser. Gemini parle aujourd'hui, comme d'autres IA parlent. Donc, si on veut un chatbot, puisque c'est les gens qui disent IA, ils disent chatbot en fait dans leur tête. Les professionnels qui utilisent l'IA parlent de prompt, parlent d'assistant, parlent de programmation, parlent bon, mais ça c'est pour les pros. L'utilisateur lambda qui a son iPhone, il veut parler à quelque chose de convivial qui lui réponde. On va pas aller chercher beaucoup plus loin que ça. Et d'ailleurs, on a tellement attendu cette IA d'Apple qui est arrivée, incomplète dans sa première version. On a fait un point il y a quelque temps entre nous pour dire comment est-ce qu'on utilise Apple Intelligence. Et aujourd'hui, en fait, on l'utilise pratiquement pas. Ouais. On devrait, parce que nous sommes on baigne dedans et on se rend compte que naturellement, on continue à utiliser nos IA préférés, nos chatbots préférés. Et peut-être que quand Gemini sera intégré, on l'utilisera parce que tu appuies sur le bouton de l'iPhone et il te parle. Mais s'il ne nous parle pas bien, on reviendra certainement à notre IA préférée avec qui on a l'habitude de parler. Ouais, je pense que ça, c'est aussi lié au fait qu'on a le sentiment que c'est pas fini. Et que enfin voilà, moi j'ai le sentiment que c'était pas encore complètement prêt, donc ou alors j'ai pas activé Apple Intelligence. Enfin, je l'utilise pas. Je l'ai activé depuis que je l'ai activé depuis que j'ai voulu tester la traduction en direct avec les AirPods, mais les AirPods Pro. Mais en dehors de ça, j'utilise pas Apple Intelligence. Je pense que je commencerai vraiment à l'intégrer dans mon fonctionnement quotidien à partir de la 26.4 justement. Les gens en parleront à partir de ce moment-là à cause du chatbot. Mais peut-être qu'Apple a été plus malin que ce qu'on pense tous, parce que Apple Intelligence, on l'utilise quand même sans le savoir et sans dire que c'est de l'Apple Intelligence. Parce qu'on utilise des fonctionnalités dans le mail, on utilise certaines fonctionnalités dans la façon dont les notifications nous arrivent, dans les résumés, des choses comme ça. Donc ça, c'est de l'Apple Intelligence, mais inconsciente parce qu'on ne le provoque pas. C'est pas nous qui appuyons sur un bouton. C'est en background et ça le fait en tâche de fond par rapport à des choses qu'on utilise tous les jours. Voilà. Et dans les recherches, dans les photos, par exemple, moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup la recherche par mots-clés. Je cherche, l'autre jour, donc je suis à Séoul, en Corée du Sud, et je cherchais des Ray-Ban pour remplacer celles que j'ai perdues cet été. Et je me suis dit, j'ai peut-être une photo de moi avec ces lunettes. Mais dans mes milliers de photos, je voulais pas faire ça à la main. Donc j'ai tapé Benjamin à lunettes et j'ai tout de suite trouvé mes Ray-Ban dans mes photos. Voilà, c'est très bête, mais c'est très pratique. J'ai gagné un temps fou rien qu'avec. Et est-ce qu'ensuite tes AirPods ont expliqué en coréen ce que tu voulais? J'avoue qu'il m'a suffi de montrer la photo chez les magasins dans les magasins de lunettes de Séoul pour que les vendeurs comprennent que je cherchais les mêmes. C'était assez simple. Bon, merci en tout cas, Ellie, pour voilà ce gros morceau autour du trimestre record d'Apple. On va passer au JT de la semaine dans un instant. Juste le temps de vous rappeler que vous pouvez évidemment nous soutenir et aider l'aventure iWeek à se poursuivre en rejoignant la communauté iWeek sur Patreon à l'adresse que vous connaissez, patreon.com/iWeek. Quelques euros par mois qui font toute la différence pour nous, qui nous permettent de vous offrir ce podcast. Si vous rejoignez nos soutiens, vous aurez droit à cet avantage décisif qui a pour forme un lien qui vous permet d'assister en direct à l'enregistrement de chaque épisode le mardi à 18h30 heure française. Ce lien est réservé à nos soutiens. C'est l'avantage number one. La plupart du temps, on enregistre aussi un bonus exclusif après le générique de fin sur un sujet qu'on se garde de côté rien que pour vous. Et donc, quand le bonus peut être enregistré, vous êtes aussi les seuls à en bénéficier. Un grand merci à vous toutes et tous
Certains d'entre vous sont dans le chat aujourd'hui. Je vois Mike, Frédéric, bien sûr, Phoenix Revenge, Battant, vous êtes là. Merci de votre soutien et de votre présence. Ça se passe donc sur patreon.com/iWeek. Le JT de la semaine, Ellie, avant, dans un instant, de revenir sur les projets d'Apple autour des iPhones pliants, et je le dis volontairement au pluriel, désormais, on commence donc ce JT par un rappel d'Apple pour tous ceux qui utilisent la domotique et qui, voilà, qui se sont constitués un environnement connecté à la maison depuis l'époque HomeKit finalement. Il y a du mouvement et du changement. Et il y a du changement. En fait, c'est pas qu'il y a du changement, mais c'est qu'il y a, en fait, c'est carrément du billard. Hein. C'est-à-dire que il y a eu du changement. Il y a déjà beaucoup de temps, mais il existe encore une partie non négligeable des utilisateurs qui n'ont pas basculé sur la nouvelle architecture d'Apple Home, qui est une architecture maintenant qui est plus centralisée dans les border routers, par exemple dans une Apple TV ou dans un produit comme ça, et qui centralise les appareils qui sont dans une maison. Alors qu'avant, tout ça, c'était très distribué et qu'à chaque fois, il fallait faire une recherche, etc. Donc Apple a incité les gens à basculer. Les gens se sont dit non, 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 moi, ma maison, elle marche bien, surtout que les premières versions marchaient pas vraiment très bien de la nouvelle architecture. Hein. On a tous regretté être passé au tout début parce que ça ne marchait pas et que on ne pouvait pas facilement revenir en arrière. Donc c'est surtout ça. Ouais. Donc comme souvent, c'est difficile de reculer. Donc il y a des gens qui n'ont pas basculé. Et ce qui va se passer, c'est que probablement avec la 26.4 et en tout cas avec la sortie des produits domotique Apple au printemps, donc c'est fin mars, début avril, s'ils sont un peu en retard, à avril, mais pas à mai parce que ça sera trop tard, trop proche de la WWDC, mais on va basculer vers la nouvelle architecture Apple parce que ces nouveaux produits, c'est-à-dire le nouvel Apple TV, le nouvel HomePod, le HomePad dont on a parlé, donc cette tablette domotique, les futures caméras Apple portier vidéo, système de surveillance de la maison, toute la domotique Apple qui va arriver progressivement fonctionne sur la nouvelle architecture. Donc comme Apple doit basculer, ils disent aux gens, on vous laisse une dernière chance, mais basculez vite parce que quand vous allez faire votre mise à jour système, votre domotique va se retrouver coincée. Enfin, votre utilisation de la maison actuelle ne marchera plus. Ouais. Donc, c'est migrer maintenant. Ouais. Alors, il y a une date butoir qui avait déjà bougé, là qui a l'air fixe et elle est très proche puisque c'est le 10 février. Donc dans 6 jours, dans une semaine, à l'heure où on se parle. À partir du 10 février, ceux qui ont un environnement domotique Apple Home ou ex-HomeKit à la maison et qui n'auront pas fait les mises à jour risquent de commencer à avoir des problèmes. C'est ça que ça veut dire, des problèmes de fonctionnement. C'est un peu ça, mais parce que ça va être lié. Déjà, peut-être qu'ils le mettent au niveau de la 26.3. Moi, je disais 26.4 parce que c'est vraiment la bascule irréversible. Mais la 26.3 est sur le point de sortir, hein, donc forcément, alors, puisque... Est-ce que la date du 10 février, du coup, n'est pas une indication par rapport à notre premier sujet du début de... Oui, moi je disais 17, mais pour que la 26.3 sorte dans une semaine, il faudrait qu'on soit déjà en release candidate, hein, ou alors leur bêta 3 est tellement bonne qu'ils se sont dit bêta 3, allez, mais ils sont obligés de passer par une RC. C'est impossible qu'ils sortent une version finale sans passer par une release candidate. Quoique, avec le peu de nouveautés et de changements qu'il y a dans la 26.3, ils pourraient le faire. Hein. Ils pourraient dire à partir de 10, et on est en 26.3, c'est bon. Alors, parce qu'il n'y a pas une nouvelle fonctionnalité. Qu'est-ce que ça suppose pour que cette mise à jour soit possible? Ça suppose d'être passé au minimum à des versions de système, donc iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2, watchOS 9.2, et d'avoir mis à jour l'appli maison, et dans l'appli maison,
d'avoir lancé la mise à jour logicielle qui va mettre à jour tous les périphériques, finalement, Absolument. tous les, Ça se passe très vite, hein. tous les éléments de l'environnement domotique que vous avez chez vous. Ouais. Oui. Généralement, ça se passe en une fois. Il y a pas de redémarrage de toute la maison, etc. C'est l'architecture qui change. Ça se passe, c'est assez neutre. Maintenant, quand on dit ça sur la 26.3, ça me fait penser à quelque chose parce que bon, j'ai une partie de ce que j'ai à la maison qui est en 26.3, donc pas les choses que j'utilise comme le Mac ou l'iPhone, parce que je m'en sers tous les jours. Mais en test, bon, j'ai mon Apple Vision Pro ou mon iPad qui sont en 26.3 pour pouvoir un peu voir les différences. Et je me suis rendu compte, là, j'ai fait ça il y a quelques jours, que j'ai des choses qui marchent plus justement dans ma domotique. Alors je me dis, et en parlant justement maintenant qu'on aborde ce sujet, je me disais, mais pourquoi je n'arrive plus à contrôler mes lumières? Alors, j'arrive toujours dans l'application Philips Hue, mais j'arrive plus à les contrôler dans Siri, il me dit qu'il les trouve plus. Donc, et je me dis, est-ce que le fait d'avoir basculé une partie de ce que j'utilise en 26.3 n'aurait pas déjà fait quelque chose qui fait qu'une partie de ma domotique marche plus correctement? Donc, tu vois, on est dans une période de bascule. Il faut que je regarde d'un peu plus près pourquoi je ne peux plus le faire. Bon, t'as encore une semaine. Hein. Mais oui. Allez, tout va pas. Il n'y aura pas de catastrophe le 10 février, hein, ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est des petits trucs bêtes parce que, par exemple, pour allumer et éteindre des lumières, je dis Siri et il me dit je trouve pas les lampes. Bon, ça m'énerve. Alors j'ouvre l'application Hue et je clique sur le bouton. Bon, c'est pas dramatique, hein, ça n'empêche pas de fonctionner, mais du coup, ma voix n'est plus entendue par la maison, c'est un peu rare. Bon, allez, il faut que tu t'y colles sérieusement. Il faut que j'ai un peu de temps. D'ici la semaine prochaine. Deuxième info de ce JT de la semaine, Ellie, on l'a évoqué tout à l'heure, ça concerne les nouveautés de la gamme iPhone 18, hein, la future gamme, potentiellement avec la connexion satellitaire. Alors évidemment, tout est lié aux nouveautés modem intégrées, modem Apple. Évidemment, on annonce le modem C2. Exact. Et on devrait passer d'un usage, on va dire, un peu exceptionnel du recours au satellite à quelque chose de presque transparent qui permet d'être toujours connecté, même quand on n'a pas de réseau mobile traditionnel. Oui, et en fait, l'expérience est déjà faite aux États-Unis, non pas sur Apple, mais sur des téléphones concurrents avec T-Mobile, puisque certains endroits utilisent déjà cette connexion Starlink Direct to Cell. Et effectivement, du coup, Starlink devient un opérateur, un fournisseur d'accès Internet presque comme les autres, parce que non seulement on peut se connecter à Internet à travers Starlink, mais on peut téléphoner, envoyer des SMS en passant par un satellite. Donc, là, il y a des avantages et des inconvénients à ça, et politiquement, ça va être compliqué forcément, parce que il faut voir que les gens qui accéderont à cette technologie, et a priori, on parle pour l'instant des 18 Pro, des iPhone 18 Pro, mais après, tous les appareils équipés de la puce C2 seront éligibles, ou C3 ou C4 plus tard, mais seront éligibles à ça. Et donc, est-ce que du coup, Starlink deviendrait une sorte de fournisseur complémentaire ou concurrent d'Orange, SFR, Free, Bouygues, etc. Parce que ça dépend du prix de l'abonnement. Il y a des gens qui n'en auront pas besoin. Pourquoi se connecter par satellite? Est-ce que c'est aussi rapide que la connexion qu'on a aujourd'hui en 4G ou en 5G? Quels seront les débits? Quels seront les prix de ça? Mais en tout cas, ça veut dire que globalement, il y aura un concurrent de plus. Alors peut-être qu'ils vont pas le déployer dans tous les pays du monde en même temps. Parce que la couverture... Alors, quelque chose d'important à savoir, c'est qu'il faut des satellites spéciaux. C'est-à-dire que les satellites actuels Starlink ne permettent pas tous de faire le direct to cell. Donc, Elon Musk a demandé aux autorités qui régissent un peu les lois dans l'espace l'autorisation de lancer un nombre
incroyable de satellites, puisque dans sa demande, ça peut aller de 100 000 à 1 million de satellites. Hein. Donc, enfin, il demande une utilisation sur plusieurs années, hein, parce qu'il veut mettre des centres de calcul IA dans l'espace. Enfin, il a beaucoup de projets en ce moment sur les trucs spatiaux. Mais en particulier, il parle d'une génération de satellites Starlink destinés à faire le direct to cell. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'ils seront, à mon avis, déployés pas tous d'un coup, mais en tout cas, je pense, dans les zones où ils ont le plus d'abonnés potentiels ou dont les discussions seront faites avec certains pays, parce que comment va réagir la France, mais pareil l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., par rapport à leur système de téléphonie, parce que c'est un concurrent de plus qui arrive et qu'ils peuvent pas forcément maîtriser, parce que il n'est pas implanté localement, il n'y a pas de boutique, ils se contentent de donner un service avec un abonnement. Donc, ouais, mais c'est vrai que c'est une sans doute ça va sans doute être vu comme une concurrence dangereuse par les opérateurs historiques. Hein, ça va dépendre du prix. Ouais. Bon, en tout cas, ça s'adresse à une gamme Apple, mais je suppose que les autres, que ce soit Samsung, Oppo ou les autres, sont aussi sur le coup. Hein. S'il y a une possibilité de passer par un satellite, ils sont en pleine négociation aussi. Ouais. Bon, est-ce qu'Apple deviendrait, puisque c'est Apple ont un accord, est-ce qu'Apple deviendrait aussi un opérateur? Je pense que c'est leur rêve. Et je pense que le passage à la eSIM, parce que ça marchera par eSIM, hein, il faudra pas une SIM physique. Hein. Le passage à la eSIM qui pousse partout dans le monde ne prépare pas un peu à ça? Est-ce que Apple va demander des royalties pour... Non, mais ça m'étonnerait. Je vois pas comment ils paieraient parce que leurs téléphones peuvent se connecter. Donc, je sais pas. Bon, ça pose plein de questions, en tout cas. C'est peut-être on est peut-être à l'aube d'un vrai changement presque de structure, parce que les opérateurs sont aussi des relais de vente importants pour Apple, enfin pour les constructeurs de smartphones. Donc, bien sûr, quelque part, leur déclarer la guerre en les court-circuitant fait qu'Apple devrait davantage se reposer sur son propre réseau et sur les revendeurs, évidemment. Mais bon, je pense que c'est une question de prix et de connaissance, parce que tout le monde ne va pas vouloir un accès par satellite. Je ne sais pas encore une fois, s'il sera aussi rapide que le fait de se connecter sur une borne 4G ou 5G qui est aujourd'hui totalement maillée dans le territoire. Est-ce que pour la connexion va se faire directement, simplement en sortant le téléphone de sa poche? Il faut le temps que ça accroche un satellite. Hein. Alors oui, mais l'une des nouveautés justement par rapport à l'usage qu'on a commencé à découvrir, c'est qu'il y aura plus le besoin de viser un satellite, etc. Même dans sa poche, si on n'a pas de réseau mobile, il y aura une bascule vers le satellite qu'on pourra... Ça veut dire qu'ils ont fait des preuves, parce qu'aujourd'hui, le système satellite Apple, il faut quand même pointer vers un satellite. Hein, oui, il faut le vouloir. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que là, ça risque de marcher partout. Écoute, en tout cas, c'est une évolution qui est attendue. Le fait qu'Apple discute avec Starlink veut dire qu'il voit qu'il y a un besoin pour faire ça. Peut-être qu'ils vont le faire dans un premier temps, on verra dans quelle région du monde, sous forme d'un abonnement premium pour les utilisateurs professionnels qui se déplacent et qui veulent avoir une couverture absolument partout dans le monde sans se poser de questions et qui sont prêts à payer pour ça. Est-ce que l'abonnement sera fourni à travers un opérateur? C'est-à-dire que Starlink ferait la logistique, mais que l'abonnement passerait par un fournisseur de téléphonie ou pas? Connaissant le personnage, j'imagine mal Elon Musk négociant avec tous les fournisseurs français, italiens, allemands, etc. s'il peut le faire en direct. Hein. Mais encore faut-il que les lois de chaque pays le permettent. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, on est à l'aube d'un certain changement. Ou d'un changement certain, d'ailleurs. Bon, et puis troisième info dans ce JT de la semaine, Elie, là on se projette plus sur la fin de l'année, hein, septembre et au-delà. Ça va intéresser Fred Crassa qui va peut-être pouvoir nous apporter sa petite touche personnelle dans le chat. Ça concerne les prochaines puces TSMC qu'on attend avec impatience, hein,
la fameuse gravure en 2 nanomètres. Le China Times nous apprend que Apple a fait le choix de la version la moins avancée des puces de TSMC. Pas parce elles seront 5% moins puissantes, mais parce qu'elles vont coûter nettement moins cher que le top du top. Et donc, pour les puces A20 des iPhones et M6 des Mac, on devra, entre guillemets, se contenter de la version un tout petit peu moins puissante de ces processeurs gravés en 2 nanomètres. Là, c'est quoi? C'est une forme de réalisme économique d'Apple voilà, qui a calculé le meilleur rapport prix-puissance. Je pense, parce que Ouais. bon, je pense que eux savent quelles sont les différences en termes de puissance et en termes de prix, chose que nous ne savons pas aujourd'hui. Mais je pense que par rapport au volume dont ils ont besoin, et puis rappelle-toi que souvent, et ça a été le cas dans les autres générations, ils commencent jusqu'à présent par les versions normales et l'année d'après, ils passent à la nouvelle version. Donc souvent, c'est la version arrive soit en cours d'année, soit l'année d'après, qui est la version avancée de la taille. Hein. Par exemple, on a eu du 3 nanomètres et du 3 nanomètres nouvelle génération, comme on avait eu avant du 4 et du 5. Donc, c'est logique de commencer par, déjà, 2 nanomètres, on commence à avoir un peu de mal avec la taille, avec le nombre de transistors, etc. Donc, ça va être encore des trucs où il va falloir qu'on apprenne à rajouter des zéros derrière. Mais on se dit que ça consommera moins, puisque c'est une des Ah oui. caractéristiques et que ça chauffera moins. Donc ça, c'est 2 nanomètres. Bon, c'est le peu de choses que je sais aujourd'hui, mais on demandera à Fred de venir nous raconter ça Ouais, mais en détail. il Mais est dit, hein, dans le chat, il dit ce sera la puce la moins chère aussi, car le oui, meilleur rendement. Bon. Et il précise, Fred, toujours dans le chat, et je lis son long message. TSMC a des soucis quand même pour mettre au point le 2 nanomètres fiable dans sa première version. N'oublions pas que c'est bien plus petit que 3 nanomètres, mais aussi on change de la technologie pour faire le transistor. Euh, Concrètement, le timing, c'est la production des puces, donc 2 nanomètres qui s'appellent, alors j'ai changé de page évidemment, je crois les deux N, hein, si je ne me trompe pas, Fred. Et j'ai perdu la page, donc je suis pas sûr de mon coup. Et voilà, et la version légèrement plus puissante, mais nettement plus chère de ces gravures en 2 nanomètres sera, elle, arrivera dans la deuxième moitié de 2026. Donc il y a peut-être aussi une question de timing qui, comme tu le disais, Ellie, fait que c'était un peu juste pour avoir la quantité nécessaire aussi potentiellement à temps pour septembre, par exemple, pour les iPhones. c'est ça. C'est parce que les produits qui lancent les nouvelles versions, c'est toujours les iPhones. Et c'est là où il y a Ouais. des grosses ventes. Et cette année, ils jouent double jeu parce qu'il y a le Fold qui arrive. Et puis, il y a le 18 Pro. Donc, Ouais. du coup, ils peuvent pas rater ça. C'est sûr Je qu'ils passe peuvent le pas ben rater non. ça. Surtout avec ce que ça rapporte désormais, effectivement. L'iPhone, comme on vient de le voir. Alors, on va justement passer à l'info de la semaine. Alors, c'est une info qui est encore une rumeur, hein, mais comme elle est portée par Mark Gurman de Bloomberg, évidemment, on y fait très attention. Et j'avoue que moi, c'est une nouvelle qui m'enchante parce que ça fait des mois que je me lamente en parlant et en pensant à l'iPhone Fold. Je me lamente de me dire que bah, c'est pas le format dont j'avais envie. Moi, je rêve d'un iPhone euh, vertical qu'on peut déplier et qui donc plié est 2 fois plus petit que un format bar, hein, comme on les connaît depuis presque 20 ans. Eh bien, la nouvelle, alors elle n'est pas encore complètement définitive parce que Apple va évaluer le succès du Fold. La nouvelle, c'est que Apple envisage de sortir un équivalent de ce que Samsung propose avec le Galaxy Z Flip.
et donc un format, on appelait ça un format à clapet autrefois. Élie, tu te Oui, en fait, souviens? celui-là, c'est ou si on veut être plus critique, vu que la taille, un format poudrier, c'est parce qu'il va être carré en fait. Hein, Ah oui, un c'est plus, poudrier. T'appelles ça un format poudrier, oui, t'as raison. c'est- et en fait, ça va dépendre, Ça parlera aux femmes plus, ouais. du succès du Fold Bah première ouais. génération avant de sortir un deuxième. Alors, l'intérêt, bon, moi, j'en ai déjà parlé, mais moi, j'aime bien le format tel qu'on nous le présente du Fold actuel. Je trouve que c'est un excellent compromis entre le fait Étonnant, hein. d'utiliser un téléphone lorsqu'il est plié et le Ouais, fait d'utiliser un iPad mini lorsqu'il est soit ouvert, soit même placé verticalement en format mini pour lire, par exemple. Donc moi, ouais. le Fold, je suis assez pour. Le Flip, je comprends ce que tu dis. J'attends de voir cette ouverture à la verticale. Et là, j'ai l'occasion de l'utiliser parce que mon gendre en a un. Donc, Ouais. de temps en temps, chez Un lui, je le flip, prends. un Donc, Samsung. Samsung. Hein, donc, pas un prototype d'Apple. Donc, ça, c'est dans deux sens. Mais en tout cas, j'ai pu utiliser un Samsung Flip et c'est pas mal. Honnêtement, le format fermé est presque très très pratique parce que comme il est Hmm. carré, on peut le mettre facilement dans une poche. Vraiment, il dépasse pas. Un Ouais, ouais. iPhone aujourd'hui, quand vous le mettez dans la poche d'un jean, il dépasse. Quelle que soit la poche, il dépasse. Alors que un flip fermé ne dépasse pas. Donc il est plus discret, moins sujet à des pliures. Donc ça, je pourrais comprendre. Ce que je n'ai pas pu essayer pour l'instant, c'est ce côté, je l'utilise pour de la navigation, je l'utilise pour regarder un film, ou je l'utilise pour naviguer sur Internet, où il risque d'être un peu ouvert, il risque d'être un peu plus plat ou très étroit. Alors que le Fold est dans un format où ouvert, il est parfait pour ces choses-là. C'est une tablette, c'est comme un iPad mini placé en mode paysage et fermé, ben ça reste un téléphone. Pas trop. Donc c'est à voir, mais avoir les deux formats, ça donne le choix aux utilisateurs. Hein. Donc C'est sûr. souvent le flip est considéré comme un iPhone féminin, mais Hmm. mais pourquoi pas? La preuve c'est que mon gendre l'utilise, donc Ouais. c'est ça s'adapte aussi aux hommes. Moi je l'avais plus vu comme un téléphone pour femmes parce que facilement glissable dans un sac, des choses comme ça. Mais je ne veux pas limiter la possibilité d'utilisation. Donc, Ouais. ça serait intéressant. Je pense que le Fold va marcher forcément, parce que c'est le premier client d'Apple. Et donc, il devrait être Hmm. conforté. Et donc, moi, je pense qu'ils vont se pencher sérieusement sur le flip aussi. Sur le sujet. Bon. Moi, je serais heureux que ça arrive effectivement et qu'Apple n'enterre pas le projet en cas de gadin du Fold, qui est quand même pas complètement exclu, hein, parce que d'abord, ce sera le premier modèle et il suffirait d'un bad buzz, d'un défaut qui se révèle lors des premiers tests en conditions réelles pour que ça enterre le produit. Hein. On se souvient Oui. des mésaventures de Samsung avec le Galaxy Note notamment, et puis avec ses propres portables quand même, hein, enfin avec ses propres pliants. Hein. Les débuts ont été difficiles. Hein. Mais je pense qu'Apple a attendu sagement, trop pour nous, mais je pense Oui, oui, sagement, qu'ils essuient tous les plâtres. Et ils sont oui, sortis sûrement. lorsqu'ils pensent que la technologie est prête et que le marché est prêt. Je ne peux que aller dans ton sens, mais voilà, c'est comme un produit à risque, je trouve. Donc, le succès est pas garanti. Ça va aussi dépendre du prix, je pense. Oui. Même si on sait que les utilisateurs Apple sont prêts à casser leur tirelire, il y a peut-être un seuil psychologique qu'il va falloir songer à pas dépasser. En tout cas, on continue d'avoir des informations non vérifiées sur les détails des caractéristiques du Fold, hein, donc du premier format qui est attendu en septembre. Les toutes dernières infos alors qui viennent d'un leaker qui s'exprime sur le réseau chinois Weibo assure que Apple aurait fait un choix assez étonnant pour le positionnement des boutons de volume qu'on a toujours l'habitude d'avoir sur la gauche
et qui serait là placé sur la droite Oui. pour simplifier le design interne, pour éviter des câbles qui courent de l'autre côté pour garder les boutons sur la gauche, parce que le design de la carte mère ferait que toute cette partie-là serait sur la droite, donc ils auraient accepté l'idée de placer les boutons de volume sur la droite. C'est vrai qu'on n'y est pas habitué. Et du coup, ça permettrait de libérer de l'espace sur la gauche, notamment au profit de la batterie, Oui. qui serait une batterie de 5500 mAh, ce qui correspond à ce qui était attendu. Voilà, des petits détails. Moi, il y a un point qui me préoccupe quand même, c'est le fait que les rumeurs continuent de dire que l'iPhone Fold sera équipé d'un plateau, donc comme l'iPhone Air, Ce qui va rajouter à une son sorte de épaisseur. répétition pour le Fold, hein. Et du coup, je me demande, une fois quand cet iPhone Fold sera posé sur une table avec le plateau, y compris quand il sera ouvert, tu vois, comment est-ce qu'il va pouvoir être stable? Enfin, j'ai du mal à pas être Oui, bancal. c'est tout à fait vrai. C'est Ouais. tout à fait vrai, parce que moi, effectivement, c'est la première fois qu'on entend parler du plateau. C'est vrai qu'on s'était pas trop penché sur où seront les deux caméras, mais forcément, elles sont quelque part. Et vu l'épaisseur, parce qu'ils veulent faire quelque chose de très fin, il fallait bien les placer. Donc, que le bouton de veille soit sur la droite, c'est normal, parce que comme c'est du Touch ID, il faut bien qu'on puisse l'activer avec le téléphone fermé. Et les boutons sur le haut, ça me dérange pas tant que ça, puisque c'est ce qu'il y a sur l'iPad mini, donc j'ai l'habitude. C'est vrai, Donc moi, je suis habitué à ce qu'ils soient là-haut. c'est vrai. Et l'avantage, c'est qu'on peut les utiliser fermés et ouverts. Donc ça, c'est... Et puis qu'à un moment donné, on peut pas tout mettre sur le côté. D'ailleurs, un grand changement qu'il va y avoir, c'est que sur le côté gauche du téléphone, il n'y a absolument rien. Il n'y a Ah oui. rien. Ouais. Mais du coup, ça permet de le prendre en main, parce que souvent, quand vous prenez un téléphone, déjà, on a tendance à appuyer sur les boutons involontairement qui sont sur le côté gauche, parce que c'est là où vous faites pression. Mais des fois, on appuie, si on veut serrer, on appuie sur de l'autre côté. Donc là, comme il y a en plus comment ça s'appelle, la charnière qui permet Ouais. de fermer le téléphone, c'est complètement impossible de mettre des boutons avec une charnière. Ça, c'était juste pas possible. Ouais. Donc, on va voir. On va voir. Voilà les dernières nouvelles des pliants. On doit maintenant utiliser le pluriel, hein, chez Apple, puisque il y aurait donc ce projet de concurrent du Flip en plus du Fold. Je trouve ça assez logique, mais j'avoue que je suis heureux, en tout cas, que ça devienne une possibilité concrète, et il y a plus qu'à espérer que le Fold soit un succès pour que Apple eh bien confirme ce deuxième pliant, qui sera du coup sans doute pour 2027, hein, si tout va bien. Mais là, ça va être compliqué, hein, parce Un que iPhone Flip. ouais, mais t'imagines que cette année déjà, moi, ça va être très très compliqué à choisir entre un Fold et un Pro, un 18 Pro Ouais. avec les nouveautés. Mais l'année d'après, je m'étais dit, au moins l'année d'après, bon, c'est l'iPhone de 20 ans, j'aurai mon iPhone en vert, et point, c'est tout. Mais s'il y a un flip, alors tu vas pas acheter l'iPhone de 20 ans et un flip, qu'est-ce que tu fais avec deux téléphones? Donc là, ça devient cornélien. Comment on va faire? Tu prends un pour le week-end, un pour la semaine, ou jour pair, jour impair, je sais pas, moi, c'est deux téléphones, c'est trop. La vie est trop dure. T'imagines les choix qu'on se pose. Mais oui. Bon, allez, on se dirige vers la fin de cet épisode. On va quand même aller prendre quelques instants pour un éventuel coup de cœur, Ellie, ou un carton, je ne sais pas. C'est un peu les deux. Ah. C'est un peu les deux, parce que là, du coup, début d'année, début des séries. Donc, on pourra en parler un jour avec Thibaut. J'ai vu un post en disant qu'il existe encore, même s'il n'a plus le temps trop de nous parler. Mais et donc, il y a des séries qui démarrent sur toutes les plateformes en même temps. Donc, du coup, on essaye de tout suivre. Alors, très rapidement, je vais pas expliquer et je vais pas faire de spoil cette fois-ci du tout. Mais il y a de bonnes surprises et des déceptions.
Bonne surprise, c'est la saison 3 de Téhéran. J'en dis pas plus sur Apple TV+. Ah ouais, je l'attendais depuis longtemps et je vais la regarder, je vais la dévorer. Ouais. On est à l'épisode 3 et franchement, on se demandait comment ils pouvaient, parce que la dernière fois, la fin de saison 2, c'était un tout petit peu bloqué. Et ben non, ils sont vraiment forts. Les 3 premiers épisodes sont passionnants. Donc ça, c'est gros coup de cœur. Une deuxième chose que j'ai vue avec plaisir, c'est la sortie sur Paramount Plus d'une nouvelle série dérivée de Star Trek. Donc, ça s'appelle, Star Trek Starfleet Academy. Donc, ça reprend dans un univers encore plus futur que les dernières qu'on avait vues, mais la vie de cadets qui démarrent leur apprentissage dans une académie. Donc, ce sont des jeunes avec tout ce que ça peut entraîner sur blagues, sur respect de l'autorité, etc. Mais dans un univers Star Trek, c'est très étonnant, j'aime bien, c'est forcément et ils ont rajouté des personnages venant des autres séries Star Trek qui se retrouvent professeurs dans cette académie. Donc j'aime beaucoup. Et par contre, j'étais très déçu, et je finis avec ça, avec la nouvelle série dans l'époque Game of Thrones sur HBO+, qui s'appelle Un chevalier des 7 royaumes. Il y a pour l'instant les 3 premiers épisodes. Ouais. Je trouve que c'est lent, qui se sont un tout petit peu, ça se passe dans un univers, pas du tout dans les châteaux de Game of Thrones, etc., mais dans une campagne, et je trouve ça un tout petit peu vulgaire et ça manque d'action. Donc les 3 premiers, j'étais très déçu, parce qu'en plus c'est basé sur des bouquins de R.R. Martin, mais bon, franchement, j'arrive pas à décoller et je trouve ça un peu... Je sais pas si HBO veut prouver jusqu'où ils peuvent aller dans la vulgarité avant de se faire interdire, dégoûter les spectateurs, mais bon, moi je pensais que j'avais à peu près tout vu à mon âge canonique, mais là je pense qu'ils y vont fort. Donc bon, voilà, je suis un peu déçu. Ouais, bon, la bonne nouvelle, c'est que ça va te permettre de récupérer du temps pour voir la saison 2 des Gouttes de Dieu. T'as pas dû la regarder encore. Mais bien sûr. Si, déjà? Ah oui, j'ai vu les premiers épisodes. Ah, j'ai oublié. Mais tu vois, j'ai essayé de voir. J'ai dit toutes les plateformes. Mais oui, bien sûr, j'ai vu les 2 premiers épisodes, bien sûr. Oui. De Dieu, et bientôt, au mois de mars, le retour de For All Mankind. Ben oui. Donc, oui, ça ne pas encore pour tout. C'est dans quelques semaines, mais c'est vrai que là, pour tout de suite, on n'a pas parlé série depuis longtemps. Les Gouttes de Dieu, saison 2, c'est vraiment... je me le réserve là pour mon retour à Paris avec beaucoup de bonheur. J'ai dévoré la saison 1 de Pluribus. Je sais pas si tu l'as regardé. Oui. Un peu étrange quand même, hein, mais je les ai regardés. Voilà. Donc Apple TV+, c'est désormais officiellement la série la plus regardée sur Apple TV+, depuis le lancement de la plateforme. Donc plus que Ted Lasso, plus que le Morning Show, plus que tout ça, voilà, avec notamment les Grammy Awards qui ont couronné l'actrice de la série qui est assez incroyable parce que finalement elle est quasiment seule à jouer, hein. Oui. Étant donné que, bon, je vous dis pas, mais il y a pas grand monde qui est capable de lui répondre. Donc Pluribus, vraiment, je vous le conseille. Et puis, je suis d'accord avec toi. J'ai pas encore pu regarder non plus, mais j'ai hâte de m'attaquer à la saison 3 de Téhéran, dont les 2 premières saisons étaient vraiment incroyables. C'est une série quand même assez étonnante parce que c'est donc l'histoire d'une agent du Mossad qui est larguée à Téhéran pour une mission éclair, et puis ça va évidemment pas se passer comme prévu, et elle va se retrouver coincée à Téhéran, poursuivie par les gardiens de la Révolution, donc c'est extrêmement haletant. La saison 3, ça fait un moment qu'elle a été tournée et diffusée en Israël, mais elle était bloquée parce que le contexte géopolitique faisait que c'était sans doute compliqué de la sortir au moment où elle était prévue, et donc Apple l'a retenue pendant plus d'1 an, je crois, et on a enfin la possibilité de la voir dans le reste maintenant, du ça monde. tombe en pleine actualité, qui n'était pas prévue lorsqu'ils ont programmé la saison. C'est sûr. Okay. Voilà, donc des conseils séries, notamment sur Apple TV+.
Et ben voilà Ellie, merci beaucoup pour ce rendez-vous du mardi. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Un grand merci évidemment en priorité à tous nos soutiens sur patreon.com/iweek. Tous ceux, je vous vois là, qui êtes dans le chat, qui avez... voilà, vous êtes bien moqués de moi et des objets que je perdais. Hein, vous avez raison, c'est de bonne... entre mes AirTags et Apple Intelligence qui me permet de retrouver les Ray-Ban que j'ai perdus, vous avez raison. En fait, il me faudrait un AirTag pour mes étuis de lunettes, ce serait ça l'idéal. Je pense à Isabelle qui nous disait en avoir mis un dans son étui de lunettes la semaine dernière. C'est vrai que j'avais pas eu cette capacité-là et du coup j'ai perdu mes Ray-Ban l'été dernier, j'en suis bien malheureux. Je les retrouverai, c'est sûr, un jour. Bref, merci beaucoup Ellie d'avoir été là. Je te dis, j'espère à la semaine prochaine. Je serai de retour en France. En espérant qu'il y ait un peu plus d'actu chaude Apple, même si là, on en a quand même trouvé quelques-unes. Hein. On n'est pas à l'abri d'une annonce d'ici la semaine prochaine, ça peut aussi arriver. Hein. Pas à l'abri, oui, c'est vrai. Hein, ça arrivera bien un jour. Hein. Ça peut nous tomber dessus mardi prochain, tu vois, par exemple, juste avant qu'on démarre. On n'est pas à l'abri. Donc merci à vous tous pour votre fidélité et votre présence. Patreon.com/iweek pour nous soutenir. C'est important et un immense merci à tous nos soutiens. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. 18h30 heure française, ce sera l'épisode 265 d'iWeek, la semaine Apple. Salut à toutes et à tous et bye bye. Salut Ellie. Salut.